Bonjour. Une petite semaine s'est passée. On est aujourd'hui le lundi 24 juin 2019. En particulier, des petits problèmes techniques ont été bloquants. Et donc, c'est avec plaisir que je continue cette série 2019, cette reprise, avec, comme d'habitude, beaucoup de répétitions. Hein. L'objet conceptuel, c'est une constante répétition, donc il n'échappe pas lui-même à ce qu'il décrit. Hein. L'objet conceptuel est lui-même un objet conceptuel, donc il est dense, riche, complexe, hein, totalement connexe. Hein. C'est une entité complexe, une entité profonde, difficile à comprendre, forcément. Hein, encore une fois, l'objet conceptuel est toujours une complexité que je cherche à trivialiser, à rendre aussi évidente que la réalité qui m'entoure. C'est l'objet totalement évidencié, totalement trivialisé, totalement cristallisé, complètement trivialisé, complètement objectisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, qu'il n'y a plus qu'à visiter, que tout le monde peut visiter. Voilà. C'est un lieu de l'espace conceptuel. Et avec donc des milliers d'éléments. Hein, c'est une, quand je dis je parfaitise, je mille-ise, l'objet parfaitisé, millisé, boutique de l'épicier isé, perspectivisé, parfaitisé, millisé, boutique, je vois tout en même temps isé, perspectivisé. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Hein. Ultra stable, ultra navigable, totalement parfaitement zoomable. Hein, je peux avancer, je peux reculer. Quand je pense à la boutique de l'épicier, quand je pense au Monoprix, au GFA, au Simpli, voilà, ce café sur resto, cette boulangerie, cette pharmacie, j'avance, je recule, je vois ces 1000 éléments parfaitement stables et je peux me promener sans infiniment facilement, avec une infinie douceur, à coup totalement nul. C'est la chose la plus naturelle du monde et que ça même faire les fourmis, hein, les oiseaux, tous les animaux. Cette représentation que j'ai d'un espace, d'un morceau de réalité existant et qui me donne une vision. Hein, une vision ultra stable, une photo 3D. Voilà, c'est la chose la plus naturelle du monde et que tous les êtres vivants sont capables de faire et à partir duquel ils survivent. Donc c'est quelque chose d'infiniment naturel. Et ce sera vrai, même une personne qui est aveugle, j'imagine, hein, mais d'après la façon dont elle va s'exprimer, c'est qu'elle va constituer également un espace visuel interne, j'imagine, voilà, qui va lui permettre effectivement, sans lequel elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas vivre. Voilà. Donc c'est la chose, c'est intimement lié à la vie même. Et donc, il s'agit bien hein, d'obtenir, je le répète pour la millième fois, mais c'est pas trop, parce que avec la répétition qui permet véritablement de faire passer une image complexe. Donc, c'est la chose la plus normale. Le fait de vous redire, de vous réexpliquer 50 fois cette complexité, cet objet conceptuel, ce qu'il est, et en fait, combien il est simple, combien il est devenu simple, effectivement, pour moi, et qu'il doit l'être pour vous,
on va pas se gêner, quoi. Je veux dire, si vous arrivez à piger véritablement cette notion-là, eh ben, je dirais c'est gagné. Le reste, on s'en fiche royalement. La façon dont je l'exprime, on s'en fiche royalement. On n'a pas besoin de faire je dirais, des discours méticuleux pour ça. Hein. Le discours méticuleux, il est là pour faciliter la construction, hein, pour contribuer à la construction d'un objet conceptuel. Mais c'est un outil. En l'occurrence, il s'agit de faire passer quelque chose qui est à la fois fondamental, mais dans son résultat extrêmement simple, c'est que toute réalité est une matérialité, et donc une structure matérielle, un ensemble imbriqué d'objets, et quelle qu'elle soit, hein, même si c'est pas de la 3D forcément, mais c'est de la multi-D, encore une fois, hein, c'est de la multifacette, hein, l'important c'est que ça soit navigable, totalement navigable et totalement structuré. C'est toujours des blocs, 2-3 blocs qui constituent un bloc par an, qui constitue lui-même avec deux ou trois autres un bloc par an, etc., etc. La réalité fonctionne comme ça. C'est la matérialité fonctionne comme ça, quelle que soit l'échelle de l'univers, qu'on soit dans l'atome ou qu'on soit au niveau des galaxies, on aura l'existence, la notion d'existence, l'existence est toujours constituée, toujours une structure, hein, voilà ce qui tient, voilà ce qui peut se maintenir, et toujours une structure d'objets, combinés, qui associés, qui forment un étage supérieur, un objet par an qui lui-même forme avec 2 ou 3 objets à lui-même son propre objet par an, etc., etc. C'est là, comme ça que tout existe, il n'y a que ça qui tienne, c'est l'ordre, c'est la définition même de l'ordre qu'on va retrouver dans les cellules, qu'on va retrouver dans ma main, qu'on va retrouver partout, dans cette caméra, etc., etc. Donc, il n'existe pas d'existant, d'existant qui ne correspondent pas à une structuration parfaite et parfaitement cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrée. Voilà. Cohérente, continue, parfaitement cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrée. Type P. Voilà. Donc, en fin de compte, il n'existe aucune réalité qui ne soit pas compréhensible par n'importe qui, et qui ne soit pas exactement comme ma salle de bain, exactement comme mon épicier, exactement comme le BHV, exactement comme la rue de Belleville, exactement, etc. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Mathématiquement, logiquement, ça ne peut pas exister. Et on peut d'ailleurs... ce que je fais toujours, c'est un peu les apartés. Les apartés, citer que les Grecs avaient déjà tout compris, hein, depuis très très longtemps, et dont on a oublié la réflexion pendant des siècles, et qu'on a fini par retrouver en ce qui concerne l'Europe au moment de la Renaissance, avaient déjà compris la discontinuité de la matière, l'existence des atomes, de la même façon que vous avez déjà calculé, je crois, il me semble, voilà, l'inclinaison du globe terrestre, hein, son obliquité, et c'est ça qui est assez rigolo, parce que c'était 200 ans ou 300 ans avant Jésus-Christ, et que Galilée a été condamné au bûcher, il n'a pas été levé, 1500 ans après, parce qu'il osait affirmer que la Terre n'était pas plate et que la Terre était ronde et tournée autour du Soleil. Donc, pour montrer qu'entre une vérité, voilà, une évidence
qui a été trouvé, hein, et sa publication, son caractère public, je dirais, il y a beaucoup d'aléas. Hein. Voilà, il s'est passé en l'occurrence 1700 ans, rien que ça, même si ils étaient bien nombreux à exploiter bien avant le fait que la Terre était ronde. Hein. Mais d'ici à l'officialiser, c'était quelque chose infiniment plus complexe. Hein. Il fallait l'intégrer dans la réflexion politique de l'époque. Et donc, bon, tout ça a d'ailleurs contribué à la modernisation, à la modernité. Voilà, donc il n'existe pas, il ne peut pas exister de sujet qui ne soit pas compréhensible par n'importe qui ne soit pas visualisable et qui ne soit pas transmissible comme une image. Voilà, quel que soit le sujet aussi, voilà. On peut toujours le ramener à une modélisation, donc dans le mot modèle, il y a la notion d'image à 100%, à une représentation visuelle qui est, je veux dire, au moins localement 3D, localement, c'est-à-dire, voilà, de la même façon que localement la Terre est plate, localement, même si globalement elle est sphérique, eh bien, localement elle apparaît comme plate. Donc de la même façon, tout est 3Disable localement, même si en fait on est plutôt en multidimension et que si je prends du recul, je trouve plutôt des manifolds, plutôt des surfaces, je dirais, qui avaient courbes, variées. Hein. Mais localement, je dirais, j'aurais toujours une vision triviale avec quelques objets, des dimensions, etc. Chose que j'ai déjà dit la semaine dernière, répété la semaine dernière, mais que je me fais un plaisir de redire. Il faut redire. C'est là, on ne redit pas, on repasse des images, et ces images elles s'envolent, et il faut les redire pour les faire repasser, et pour qu'elles finissent par voilà, je dirais s'imprégner chez l'interlocuteur aussi. Hein. Mais on redit, je raconte ce que j'ai devant moi sous les yeux. Le texte, on s'en fout, mais vraiment complètement, encore une fois, j'utilise le texte précis en tant que contribution, vraiment pour de la même façon que l'alpiniste met ses clous pour pouvoir avancer pas à pas. Donc tant qu'on n'a pas mis en place des systèmes d'escalade facilitant les choses, donc quand je suis en phase de recherche et que je dois élaborer, c'est-à-dire trouver le contenu visuel, le contenu 3D d'une entité complexe, je vais m'aider de mes clous que sont des textes et des phrases, etc., que je vais consolider, que je vais apprendre par cœur ou semi par cœur, voilà. Et là, je vais être précis, je vais fabriquer des théorèmes, je vais fabriquer des définitions pour pouvoir avancer, hein, jusqu'au moment où il est moins nécessaire, hein, à partir du moment où j'ai ma big picture, j'ai ma grande image, voilà, où le problème a été résolu. Pendant la phase de construction, on met des tuteurs, on met des étais, comme pour fabriquer un bateau, comme pour fabriquer des murs, on est obligé de mettre des éléments de consolidation temporaires et voilà, qui ensuite vont disparaître, qu'on va enlever. De la même façon, le texte précis, pointu, et me permet d'avancer pas à pas dans le brouillard sur des sujets complexes pour fabriquer l'image simple terminale, mais qui est une image à la fois simple et complexe, c'est-à-dire simple parce que je peux me balader dedans comme dans un jeu vidéo, et puis complexe parce qu'il y a plein de monde, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut prendre aussi
typiquement dans un roman alsacien de Stendhal, etc., ou Game of Thrones, etc., on va avoir plein de personnages, on va avoir plein de choses, plein d'intrigues, plein, etc., qui cohabitent et qui créent une complexité. Hein. De la même façon, si vous essayez, on essaye de lire un petit peu l'histoire de l'Égypte, de l'ancien empire, par exemple, bon, la première lecture, mais la deuxième et la troisième sont extrêmement complexes. Il y a tellement de noms, il y a tellement de personnages, il y a tellement de faits, etc., que, en fin de compte, c'est très rapidement, je dirais, incompréhensible. Il va falloir une familiarisation et des lectures très répétées pour que individualiser chacun de ces personnages. Donc la complexité est dans le nombre et dans le nombre d'éléments. De toute façon, c'est simple, c'est toujours infiniment simple, mais il y a une phase d'assimilation, c'est multiple, donc il y a une phase d'assimilation qui constitue la difficulté. Hein. De la même façon, j'apprends une langue étrangère, c'est le nombre de mots, le nombre d'expressions, le nombre de règles qui vont constituer la complexité de l'apprentissage de la langue. Voilà, donc c'est quand même des très bonnes nouvelles, hein. Encore une fois, ça ressemble beaucoup aux révolutions telles qu'on les a eues, avec l'avènement, justement, l'avènement du papier, l'avènement de l'imprimerie, donc l'accès, l'avènement de l'écriture, hein, voilà. Donc l'accès au plus grand nombre, à un nombre croissant d'individus, de la connaissance, voilà, et qui, parce qu'elle est conservée, parce qu'elle est accessible. Là, avec Internet, on a atteint des sommets et des sommets, puisque le livre est devenu gratuit, ce qui est extraordinaire. Hein. Le livre même, il y a encore, le livre lui-même papier reste cher. Hein, et donc la division par 100, par 1000 du coût de la conservation, de l'accès à la formation, au savoir, est une révolution monumentale. Voilà. Et c'est assez étonnant de voir que toutes les civilisations se sont toujours constituées, ont explosé à des moments où de façon simultanée, en fin de compte, on a réussi à mettre au point réellement des outils de conservation des savoirs. Et ça n'est pas pour rien que les sociétés les plus développées ont été toujours les sociétés les plus religieuses. Je veux dire, le prêtre est celui qui, de tout temps, a été le détenteur, hein, et le conservateur du savoir, en se débrouillant, en travaillant avec sa tête, en travaillant avec les mots, en constituant des groupes d'individus qui se transmettent et qui dupliquent, voilà, le savoir. Les monastères ont été avant tout, hein, je dirais, des lieux d'écriture, de duplication. Hein, dans un monastère qui était la principale activité, c'était de copier les écritures. Voilà, c'est un travail de conservation, de photocopie, de copie. Voilà. Et la Renaissance, le début de la Renaissance se fait en pratique en Europe avec Charlemagne. Et même s'il aura fallu 600 ans derrière pour que on aboutisse à des résultats, je dirais, considérables, il y a une explosion. Hein, il faudra donc 600 ans pour que effectivement ça fasse basculer le monde européen je dirais, dans le début de la modernité. Donc, mais le point de départ aura quand même, avec justement 1450, etc., 1453, l'invention, on va dire, la mise en état opérationnel de l'imprimerie avec Gutenberg. Mais
la décision a été prise par Charlemagne de réinventer l'école et de mettre en place le monastère, de réinventer la conservation et la transmission du savoir qui avait été abandonné pendant 400 ans, pratiquement, enfin, je veux dire, qui était resté devenu très confidentiel. C'est Charlemagne qui, en s'inspirant d'ailleurs de ce qui se faisait dans le monde arabe, des madrasas, qui sont des écoles qui étaient à côté de la mosquée, là, d'une façon, l'école où on apprenait à lire, à écrire, eh bien, était assurée, l'école primaire, par les curés qui étaient à côté de l'église. Pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que il y avait une maison très très forte. Charles Martel avait réussi à endiguer la progression des Arabes, notamment en particulier à Poitiers. Ça a été continué par Pépin de Bref et ensuite par Charlemagne, et donc dans une continuité parfaite. Ça a créé vraiment une fusion extrêmement forte entre le monde franc et d'une part le monde occidental européen qui était submergé, et le monde arabe qui justement avait tout fondé sur l'école et avait tout fondé sur l'écriture, le Coran étant le livre. Voilà. Et donc l'écriture, je dirais, par excellence, et en même temps le symbole de la transmission du savoir par l'écriture. Et donc ça a été un facteur majeur de la force, on va dire, du monde arabe, et qui s'est traduit par, je dirais, la conquête arabe qui donc a débordé sur l'Espagne, remonté ensuite sur tout le sud de la France, et n'a été arrêté que justement par Charles Martel à Poitiers, avec le reflux derrière. Mais le rapprochement entre le monde franc très endormi et le monde arabe qui était en pleine ébullition et en pleine passion par rapport à la connaissance et à la transmission de la connaissance, donc c'est fait à ce moment-là et a provoqué la révolution de l'école, du retour de l'école par ce sacré Charlemagne qui a compris, je dirais, d'où venait la puissance, la force, je dirais, des troupes, des armées arabes. Et sachant que les choses sont extraordinaires, si vous voulez, sachant que le monde arabe lui-même avait vécu et cohabité avec la Rome orientale, la Rome de Constantinople, donc pendant des centaines d'années. Les combattants arabes étaient réputés, et cohabitaient, commerçaient en permanence, si vous voulez, avec la Rome antique, la Rome de Constantinople, pendant des siècles, et donc c'était imprégné considérablement donc de ce qui restait de Rome, parce que la Rome de Constantinople maintenait l'Empire romain. Voilà, il avait conservé une autorité considérable, il n'y avait pas eu de rupture. Rome a été détruite, la ville de Rome a été détruite en 436 à peu près, et anéanti, et tout le monde romain d'Occident a connu un choc considérable avec les invasions barbares, entre guillemets, alors que le monde romain d'Orient lui-même s'est complètement maintenu. En fin de compte, et il se maintiendra jusqu'à la chute de Constantinople en 1453,
sachant qu'il va passer le relais, il va pratiquement se passer le relais au monde arabe à partir de, voilà, de 630 en pratique, et puis à partir voilà, de son affaiblissement considérable. À noter, je reviendrai dessus à l'occasion, que il y a eu un événement majeur qui était en 541 à peu près, qui a été la Grande Peste, la Grande Peste dite de Justinien, et qui a considérablement affaibli, c'était une peste terrible, le monde, l'Empire d'Orient, et en même temps que l'Empire perse de l'époque, c'est sassanide, si je ne me trompe pas sur la dénomination. Donc les deux mondes dominants de l'époque se sont en pratique quasiment effondrés à cause de la Grande Peste de Justinien en 541 à peu près, à vérifier les dates exactes, mais qui a été catastrophique et qui est une des raisons fortes, si vous voulez, de l'explosion de la conquête arabe, l'explosion du monde arabe, qui, pour des raisons autres, je dirais, n'ont pas été touchés, pour des raisons géographiques, pour des raisons parce qu'ils ne vivaient pas dans des villes aussi denses, toute voilà, que en partie, et peut-être d'autres raisons, je ne sais pas lesquelles, mais médicales, génétiques, etc., n'ont pas été touchés, ou ont été beaucoup moins touchés, en fait, par la Grande Peste de Justinien. Et donc, finalement, avec les Omeyyades, d'une part, les Abbassides ensuite, puisque ce sont les Omeyyades qui étaient d'ailleurs, je dirais, contemporains de Charlemagne. Les Omeyyades ont commencé en 750, et en 800, aux alentours de 800, c'était Haroun el-Rachid qui était le prince le plus réputé, qui était en relation très directe avec Charlemagne, qui échangeait avec Charlemagne, qui lui-même donc c'est beaucoup inspiré de la progression et du travail qui a été fait par justement dans le monde arabe depuis 630-650 jusqu'à 800, qui a été un énorme travail, en particulier sous les Omeyyades, et en particulier sous les Abbassides, un énorme travail de collecte et de réécriture, de collecte de toute la culture grecque, puisque la culture grecque est ensuite remontée par l'Espagne, et à partir de là, par Cordoue, et ensuite est remontée via Barcelone en particulier, remontée vers l'an 1000 sur l'Europe. Donc, en fait, le début de la Renaissance particulièrement vraiment active, qui est donc une reprise de tout l'héritage grec, en particulier romain et grec, aussi fortement grec, donc a été fait par le monde arabe et a débouché en fait en Europe, et c'est avec en l'an 1000, et en particulier avec ce grand personnage Gerbert le savant, qui viendra le pape Sylvestre II, et qui donc s'est imprégné de façon extrêmement forte, notamment lors de son passage à Barcelone pendant plusieurs années, si je ne m'abuse, s'est imprégné de la culture grecque et romaine, qui était remontée par Cordoue, voilà, et avait atterri de cette façon à Barcelone. Bon, donc il y a beaucoup de choses, c'est très très intéressant. Il faut savoir que l'histoire est
une continuité absolument parfaite et, d'une logique totale et trépidante et intense, et tout se passe. Le résultat qu'on obtient aujourd'hui est le résultat d'événements, je dirais, qui s'entrechoquent, se précipitent, se poussent, etc. Il n'y a pas une seconde de perdu. Hein. Je veux dire, l'histoire est d'une densité incroyable et voilà, c'est un roman fantastique avec des coups de théâtre permanents, mais toujours avec des préparations longues. C'est d'une logique totale. Hein. Il y a quasiment aucun hasard et il y a une cohérence totale, je dirais, d'un bout à l'autre. Je dirais, c'est ça qui. Voilà, une explosion, je dirais, depuis très très longtemps, hein, on va dire depuis 6000 ans, au moins 6000 ans avant Jésus-Christ, depuis le monde sumérien, mésopotamien, le monde ensuite égyptien, le monde crétois, ensuite le monde grec, le monde romain. Il n'y a jamais eu une seconde de perdu, il n'y a pas eu une année de perdu, les événements se sont précipités les uns derrière les autres, la nature a horreur du vide, l'histoire a horreur du vide, il se passe toujours quelque chose, et toujours quelque chose, toujours des événements majeurs, et on a une logique une continuité absolument fascinante et incroyable, qui fait que voilà, qui nous étonner au fur et à mesure qu'on les comprend mieux, on ne cesse pas d'être, je dirais, bluffé, hein, par cette continuité totale, cette cohérence totale. Si je prends un exemple, enfin oui, pour prendre notamment celui-ci, hein, c'est voilà, la grande peste de Justinien, donc qui a effondré, qui a cassé le monde romain, qui va d'Orient, qui va ensuite, je dirais, se maintenir tant bien que mal, et puis ensuite tomber pratiquement de lui-même en 1453, donc pratiquement 1000 ans après. Enfin, l'Empire d'Orient est tombé à cause de la peste, hein, de la grande peste de Justinien de 541, et qui a provoqué, permettre l'expansion terrible et immense et très rapide de la conquête arabe, qui va prendre le relais, hein, encore une fois, qui va prendre le relais, et donc dans une continuité parfaite. Il n'y a pas de rupture entre, je dirais, entre le monde chrétien d'Orient, qui était tenu par Constantinople, devenu Byzance, et le monde arabe. Les deux, je dirais, le monde arabe est une continuité totale, hein, je dirais, de l'évolution du monde chrétien, avec une fusion, justement, avec une énorme fusion qui, je dirais, intégrait le monde sémitique arabe, qui, voilà, ça faisait sa jonction, hein, en se normalisant lui-même avec une religion monothéiste, qui est copier-coller, hein, la copie totale, volontaire, consciente et volontaire, du christianisme et du judaïsme. Voilà. Donc la continuité, voilà, a été permanente. L'histoire a horreur du vide. Le monde romain ne pouvait pas s'écrouler sans que, je dirais, une autre force ne prenne pas le relais. C'était impossible, sinon c'était l'anarchie totale, c'était le retour, je dirais, c'était le retour à l'inexistence, hein, c'était le retour à la sauvagerie, c'était le retour à la disparition de l'humanité, en quelque sorte, à la disparition des individus, s'il n'y avait pas, je dirais,
l'ordre et l'ordre nécessaire et le niveau de spiritualité, le niveau d'organisation et le niveau de communication nécessaire à la bonne gestion de grandes villes, de grand nombre d'individus travaillant de façon cohérente, de façon à assurer la production alimentaire, production sanitaire, production de construction compatible avec des centaines de milliers, des millions de gens. Voilà. Donc, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Alors, je vais être relativement, peut-être un petit peu prudent et faire là, me borner déjà 30 minutes et puis reprendre, je préfère faire une autre, comme j'ai changé de technique d'enregistrement et démarrer ensuite travailler peut-être, je vais voir, avec des vidéos de plutôt 30 minutes. Donc, à tout de suite. Voilà.